I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 17 du podcast Les enfants vont bien. Je vous parle souvent des choix qui s'offrent à nous, des choix que nous devons faire et pour lesquels nous aurions bien besoin d'un avis éclairé. Et puis il y a aussi une question de conviction et d'envie qui nous sont propres, mais pour lesquels nous aimerions être rassurés. Souvent, nous abordons dans les épisodes des points clés de nos parcours, des questionnements communs, mais sans en connaître vraiment tous les aspects. Notre vision est globale, mais il faut bien se rendre à l'évidence, nous ne sommes pas, pour la plupart, des spécialistes. Alors, même si nos connaissances sont souvent suffisantes pour nous permettre de prendre des décisions sereines, j'ai pensé qu'il serait bon de pouvoir vous proposer des avis d'experts sur des questions très diverses. 2 avocats, une doula, des psychologues et aussi un médecin gynécologue. Les épisodes que j'enregistrerai avec chacun d'eux s'intercaleront avec vos épisodes de témoignages pour conserver ces moments de partage et d'échange autour de nos familles. Dans le premier de ces épisodes extraordinaires, je reçois Maître Berdo, avocat au barreau de Paris, spécialiste des droits de la famille et plus précisément des familles homoparentales et coparentales. Nous traiterons ensemble de tous les aspects qui tournent autour des donneurs et nous pourrons saluer sa pédagogie et sa clarté. Son discours est rassurant sur bien des points. Je suis impatiente à l'idée de savoir si ce type de format vous plaît, alors surtout n'hésitez pas à me faire un retour et aussi à partager cet épisode, car, je l'espère, il aidera beaucoup de familles. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour maître. Bonjour. Donc vous êtes maître Florent Berdo. Aujourd'hui, je vous reçois pour un épisode un peu particulier, même plusieurs épisodes qui vont concerner des points de droit liés à l'homoparentalité. Et dans ce cadre-là, je vais vous laisser vous présenter et me présenter vos multiples casquettes. Alors effectivement, donc Florent Berdo, je suis avocat au barreau de Paris depuis 11 ans. Je suis spécialiste en droit de la famille, des personnes et du patrimoine. Et dans cette généralité, effectivement, j'ai une petite spécificité en droit de l'homoparentalité. Je suis toujours membre de la commission juridique de l'APGL, l'Association des parents gays et lesbiens, dans laquelle donc j'ai milité plusieurs années. Et parallèlement, donc dans le cadre de cette association, il y a une permanence juridique qui est assez courue, si je puis dire, par les adhérents, et donc on répond sur des questions de parentalité tout à fait générales. Parallèlement, j'ai fondé avec 3 autres consoeurs que j'ai rencontrés toujours par la commission juridique de la PGL, l'Association française des avocats LGBT. Donc ça, c'est pas spécifiquement lié à l'homoparentalité, c'est lié aux questions plus générales de droit LGBT. Voilà, et aussi pour rassembler un peu la communauté, si on peut le dire, de la LGBT, des avocats, en tout cas de ceux qui en ont envie. D'accord. Voilà. Super. Donc vous avez vraiment une spécialisation dans l'homoparentalité et dans l'homosexualité, on va dire. Au niveau de l'homoparentalité, vous vous êtes spécialisé dès le vote de la loi du mariage ou ça datait même d'avant ? Alors, ça datait d'avant. J'ai fait mon mémoire ça s'appelait le DEA à l'époque, donc mémoire de master sur le patrimoine du couple pacsé. C'était en 2000, donc c'était immédiatement après le vote de la loi sur le Pacs. Après, j'ai fait une thèse en droit de la famille générale. Non, alors je me suis engagé à la PGL peu avant le vote de la loi
de 2013. Mhm. Mais j'étais déjà dans la matière puisque j'ai rencontré en fait la copilote, la pilote tout court d'ailleurs de la commission juridique de la PGL, ma consoeur Clélia Richard. Mhm. Je l'ai rencontrée au travers d'un dossier où on était l'un contre l'autre. D'accord. Euh, donc c'était déjà un dossier d'homoparentalité. Donc non, j'en ai eu assez tôt dès le début de ma carrière. Et ensuite, le vote de la loi a permis aux gens de découvrir, pour beaucoup, qu'il existait des solutions juridiques à certaines situations, indépendamment du mariage. Et donc, ça s'est beaucoup développé à ce moment-là parce que les gens se sont mobilisés, beaucoup ont, ont pris les choses en main Mhm. euh, et se sont rendus compte qu'il y avait matière quand même à se battre pour ses droits avec les textes existants déjà. Donc ça s'est développé. Mais Oui, parce qu'on est bien d'accord que les problématiques liées à l'homoparentalité, dans la mesure où il y avait déjà des familles homoparentales bien avant la loi, bah, elles étaient déjà présentes. Alors, les problématiques clairement étaient présentes et elles étaient bien sûr depuis longtemps déjà prises en compte par les juridictions, Mhm. euh, mais aussi par les textes pour certaines questions, notamment tout ce qui concerne aujourd'hui les droits du parent social. Oui. Euh, eh bien, les droits du parent social sont encadrés juridiquement par des textes qui datent d'avant la loi de 2013, donc qui existaient déjà. D'accord. Alors, on les a retouchés en 2013, peut-être qu'on les a mieux identifiés en 2013, Mhm. mais le fondement des droits sont en fait les droits des beaux-parents. Et D'accord. les droits des beaux-parents, il y a pas grand-chose, mais ça existait déjà avant la loi de 2013, et ça a été vraiment bien pris en compte par la jurisprudence, plus depuis 2013, effectivement, et depuis que les homoparents s'en sont emparés en réalité, parce que les textes, par exemple, concernent les tiers, donc ça Mhm. pourrait être n'importe qui par rapport à l'enfant, Oui. mais en vrai, on voit bien que la jurisprudence se développe autour de ce tiers très spécifique qu'est le parent social. C'est pas juste un voisin qui aime bien l'enfant. Oui. Et donc, on voit qu'on a bien compris l'enjeu de ces textes après 2013, mais ils existaient déjà avant. Donc les questions d'homoparentalité, tout simplement parce qu'il y avait des homoparents euh, avant la loi de 2013, évidemment, les questions se posaient avant et depuis longtemps. Oui, donc en fait, il y avait déjà une prise en compte du parent social finalement. Il y avait déjà une prise en compte du parent social, tant dans la loi que dans la jurisprudence, depuis le texte sur les droits du parent social sont issus de. Alors, les textes visaient les tiers depuis toujours, mais beaucoup depuis une grande réforme de l'autorité parentale de 2002. Mhm. La délégation de l'autorité parentale, par exemple, existait déjà, et la délégation partage d'autorité parentale dans le cadre d'un couple, ça visait les couples homosexuels avant 2013. Il y a des décisions qui ont été rendues avant 2013, donc D'accord. ça existait déjà. Oui. Ne serait-ce que parce que il y a ce qu'on appelle les ex-hétéros, des gens qui ont eu des enfants dans le cadre d'un couple hétéro et qui ont vécu leur vie homosexuelle après, eh bien, ils avaient des enfants. Oui. Et puis même les couples homos avaient des enfants avant que la loi s'y intéresse. Donc de toute façon, les situations de fait existant, le droit s'y est intéressé de toute façon avant 2013. Oui, donc c'était pas un no man's land comme on peut le penser. Non, c'était pas un no man's land. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'avant 2013, il n'y avait pas dans le Code civil de texte ni de statut qui visait spécifiquement l'homoparentalité. Alors, ça n'est toujours pas le cas, puisque l'homoparentalité est prise à travers le mariage, l'adoption, mais quand même, la loi de 2013 a voulu expressément viser ces situations-là. Avant 2013, il fallait faire avec ce qu'on avait, et on devait se présenter comme n'importe quelle situation, et puis bah, on avait un lien de filiation, très bien, on n'en avait pas, bah, comme n'importe quelle personne qui n'a pas de lien de filiation, et on se débrouillait. Mhm. Mais on pouvait se débrouiller. D'accord. Clairement, par contre, on ne pouvait pas se débrouiller ni obtenir des résultats aussi sécurisants que pour un couple hétéro, aussi sécurisants que pour une situation où il y a un papa et une maman. Donc ça n'est pas du tout une C'était pas égalité. Et d'ailleurs, la équitable, loi ouais. de 2013, n'a pas permis l'égalité. Et aujourd'hui, ce n'est pas pareil d'être des homoparents que des parents hétéros. Complètement. Néanmoins, clairement, c'était pas du tout, enfin, c'était pas un no man's land, effectivement. Avant 2013, on avait des outils pour se débrouiller, et on a toujours ces outils pour se débrouiller aujourd'hui, mais c'est plus considéré comme étant une vraie situation, et donc c'est quand même mieux appréhendé par les juges. Oui. Les juges se disent beaucoup moins qu'on fait du bricolage, ils ont conscience que c'est une situation spécifique, enfin spécifique, familiale,
mais qui présentent des spécificités auxquelles la loi ne répond pas exactement de la même façon et de la bonne façon. Ouais. Alors c'est vrai qu'on n'a pas effectivement une égalité parfaite avec les couples hétérosexuels, avec les papas et les mamans, en tant que couple homosexuel. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je souhaitais qu'on aborde des questions qui se posent à nous tous les jours et qui se posent à moi aussi tous les jours, notamment sur des points de droit qui sont encore très flous pour nous et qui sont aussi très flous pour même les personnes de droit que l'on va pouvoir contacter et qui ne sont pas spécialisées et qui vont nous donner des réponses des fois qui sont les mauvaises. Donc j'avais vraiment à cœur de pouvoir au moins apporter une base saine, on va dire, sur ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire et obtenir. Eh bien, essayons. La première question que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, c'était une question autour du droit du donneur et des renoncements de droit du donneur. Savoir si, oui ou non, le donneur pouvait retrouver des droits de parents biologiques, si sa famille avait des droits autour de, pareil, de famille biologique ou pas, et quels sont les risques encourus en fait par les familles qui prendraient un donneur connu. Alors, on est bien d'accord que quand vous visez le donneur, on exclut les dons de sperme dans le cadre de cliniques Oui. à l'étranger ou bientôt, une fois que la loi sera passée, en France. On parle Là, d'insémination quand on parle de artisanale. donneur, on parle voilà, insémination artisanale, donc soit un ami, soit quelqu'un qu'on a trouvé sur un forum, mais en gros, Exactement. un géniteur qui ne reconnaît pas l'enfant. Exactement. Alors, donc cette situation, déjà, il faut rappeler aux gens qui nous écoutent que l'insémination artisanale, alors bien sûr, personne ne peut interdire à personne de faire des enfants en soi. Néanmoins, le fait de manipuler le sperme dans l'objectif de faire une insémination, c'est interdit. Donc, on a couché avec quelqu'un et un enfant est né, c'est une chose. On a pris une seringue et on a fait en sorte de féconder un ovocyte avec une gamète mâle. On n'a pas le droit. Okay. D'accord. Bon, c'est pas grave, la question ne se pose pas. Le bébé est fait. Voilà, on en arrive là. Non, ce sur quoi il faut bien attirer l'attention des gens qui nous écoutent, et c'est ce sur quoi j'insiste quand je reçois les gens au cabinet, c'est qu'il n'est pas possible du tout, c'est très clair, il n'est pas possible du tout de renoncer à l'établissement d'une filiation. Donc, la première des choses, c'est que quoi qu'on fasse, le donneur pourra toujours, simplement parce qu'il le souhaite, c'est totalement personnel et c'est totalement arbitraire, décider de reconnaître l'enfant. À quelque moment que ce soit. Donc, Pardon ? À quelque moment que ce soit. Alors, non, après, il y a des petites limites. D'accord. Mais je vais vous dire. Mais du coup, quel que soit ce qu'on peut écrire avant, les chartes de coparentalité, les attestations, les déclarations sur l'honneur, les engagements qu'on ne va pas reconnaître l'enfant, ça ne vaut rien. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le faire, notamment dans le cadre de dossiers d'adoption d'enfants du conjoint avec un donneur connu. Les juges, on s'est rendu compte, apprécient d'avoir une attestation de ce donneur dont ils savent que ça ne vaut rien, et dans lequel il dit qu'il est au courant qu'il y a un enfant est né de son don, qu'il est au courant qu'il y a une adoption, mais qu'il ne s'engage pas dans l'éducation, ni même dans la vie de cet enfant. Ça permet au juge de se dire, bon, bah écoutez, ce tiers était informé, donc c'est pas un enfant dans le dos qui lui a été fait, il n'y a pas de fraude là-dedans. Il pourrait très bien, même juste après avoir signé cette attestation, revenir sur sa parole et aller reconnaître l'enfant n'importe quand. Mais au moins, il dit qu'il n'a pas envie, donc on n'est pas en train de prendre les gens pour les traîtres. D'accord. Alors, il y a quand même des limites dans notre situation à la possibilité pour le donneur d'aller reconnaître l'enfant. D'une part, vous avez raison, on va avoir des questions de prescription. Alors, la reconnaissance elle-même peut être faite n'importe quand. N'importe quand. De même que, il faut le dire aussi, on ne peut pas interdire l'enfant ou la mère, tant qu'elle est représentant légal, tant que l'enfant est mineur, d'aller finalement exercer une action en recherche de paternité. Oui. Donc, les familles ne sont pas protégées contre l'action unilatérale du donneur, mais le donneur n'est pas du tout protégé contre l'action unilatérale des mères ou de l'enfant, qui dirait, tiens, moi j'ai envie d'établir ma filiation envers toi. D'accord. Ça, c'est très clair, et on ne peut pas davantage y renoncer. En revanche, ça, c'est les principes. D'accord.
En revanche, le temps, qui a un effet de création de droit, va permettre d'apporter une limite. Parce que les actions se prescrivent. Donc l'action en recherche de paternité va se prescrire, alors c'est un petit peu subtil, on peut rentrer dans le détail, mais par 5 ou 10 ans, selon que l'enfant a ou n'a pas ce qu'on appelle une possession d'état d'enfant de telle personne. Donc si l'enfant est reconnu comme par tout le monde comme l'enfant de telle personne, ça réduit le délai pendant lequel on peut essayer de contester qu'il est bien l'enfant de telle personne. D'accord. Bon. Donc effectivement, il y a une question d'abord de prescription qui fait qu'à bout d'un certain moment, et dans certaines conditions, l'action en recherche de paternité ne sera plus recevable. D'accord. De même que si le père veut reconnaître l'enfant, alors s'il n'y a pas de filiation paternelle établie et qu'il n'y a qu'une seule filiation, il pourra reconnaître quand il veut. En revanche, si dans les couples hétéros, par exemple, il y a un autre père, ou dans nos couples à nous, il y a eu l'adoption de l'enfant du conjoint, eh bien l'adoption de l'enfant du conjoint, si elle a été menée jusqu'au bout et que le jugement est irrévocable, va rendre impossible la reconnaissance. Quel que soit le type d'adoption ? Alors, non, uniquement si c'est l'adoption plénière. Mais dans les cas, on y reviendra peut-être aujourd'hui ou dans un autre épisode, je ne sais pas, mais dans les cas où l'adoption plénière est possible, il n'y aura absolument jamais intérêt à faire une adoption simple. On discutera la différence entre les deux, mais lorsque les deux sont possibles, tout le monde aura pris l'adoption plénière. Donc, si c'est possible, l'adoption plénière, c'est qu'il n'y a pas de deuxième filiation. Donc, s'il n'y a pas de deuxième filiation, on va prendre l'adoption plénière. Et une fois qu'on a pris l'adoption plénière, le père ne pourra plus reconnaître. D'accord. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que pendant au moins plusieurs années, enfin, ou au moins plusieurs mois, le temps de faire l'adoption, il n'est pas possible d'interdire l'établissement de la filiation paternelle, que ce soit à l'initiative du père ou à l'initiative du mère. Il est donc fondamental, lorsque les gens, donc en l'occurrence les femmes, se lancent dans un tel projet, d'avoir... On peut jamais tout prévoir. On peut jamais tout prévoir. Et quand des couples viennent me voir, notamment aussi dans des cadres de coparentalité, ils viennent me voir en disant, voilà, on va faire un enfant en coparentalité, on a envie de se poser des bonnes questions et de tout baquer. Ok, on discute ensemble, on fait des chartes, je les challenge sur des questions, ça dure quelques temps, quelques semaines de discussion, très bien. Mais on peut prévoir certaines choses qui sont marquées dans le code, mais on ne peut pas prévoir des réactions, on ne peut pas prévoir des sentiments qui vont évoluer. Et donc, ce sur quoi j'insiste, moi, c'est qu'il faut que les gens aient la maturité suffisante pour intégrer que la conception d'une part, la grossesse, puis la naissance, peuvent entraîner la naissance d'un sentiment. Alors en général, du coup, chez le donneur, puisque les mères, en général, elles sont bien identifiées comme étant les mères depuis le début, mais le donneur. Et donc, il faut intégrer que tant qu'il n'y a pas eu l'adoption, il peut y avoir reconnaissance, et donc ça peut changer. On ne peut pas se prémunir contre ça, on peut simplement se prémunir contre la surprise si c'est quelque chose qu'on a bien travaillé avant. Mais voilà, donc pour répondre plus précis, enfin vraiment clairement à la question, le donneur, tant qu'il n'y a pas eu de deuxième filiation établie par l'adoption plénière, il peut à tout moment reconnaître l'enfant. D'accord. Bon. Ça ne veut pas dire « Ah bon, le donneur a tous les droits comme un père ». Non. Donc, tant qu'il n'a pas reconnu l'enfant, pas de filiation, zéro droit. Ça, c'est une chose. Imaginons qu'il décide de reconnaître l'enfant. Alors, il reconnaît l'enfant. Déjà, s'il reconnaît l'enfant avant que l'enfant ait 1 an, il a l'autorité parentale exactement comme la mère. Donc, on va se retrouver exactement comme d'un couple hétéro, a priori séparés, puisqu'ils ne vont pas vivre ensemble. Oui. Et donc, il va falloir prendre des décisions ensemble, et éventuellement, le juge des affaires familiales va statuer sur la résidence et le droit de visite de l'enfant. Oui, donc dans la première année, clairement, l'autorité... Voilà, dans la première année, égalité totale des droits. D'accord. Si jamais il reconnaît l'enfant après 1 an, alors déjà, ça peut ne pas arriver, parce que généralement, dans l'année, on aura fait l'adoption de l'enfant du conjoint. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'adoption a été prononcée et est définitive, et qu'il n'est pas capable, le géniteur, de démontrer qu'il y a une fraude, et qu'en fait, il croyait qu'il allait avoir un enfant, mais que le couple a discrètement fait l'adoption derrière son dos, parce que ça, ce serait une façon de remettre en cause l'adoption, et bien trop tard, il ne pourra plus reconnaître l'enfant. Mais bon, imaginons qu'il reconnaît l'enfant après 1 an, la filiation est établie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir éventuellement transmettre le nom, on va pouvoir hériter de l'enfant. En revanche, l'autorité parentale reste exercée par la mère et pas par le père. D'accord. Donc ça veut dire que c'est toujours la mère qui prend les décisions unilatéralement. Néanmoins, dans tous ces cas, le juge peut toujours être amené à statuer, il peut être saisi, le juge des affaires familiales,
et a décidé que finalement le père s'investit et donc décidait de créer un droit de visite. Mais la reconnaissance va créer la filiation automatiquement. Après, la relation entre le père et l'enfant va dépendre au cas par cas du moment où ça a été fait, du type d'investissement. Si c'est clairement un homme qui, enfin, j'ai un dossier, bon, c'est pas exactement pareil, mais c'est une GPA sauvage, mais vous comprenez vous Mhm. comprenez l'esprit. Là, c'est la mère porteuse qui est donc pas censée être la vie de l'enfant. Eh bien, elle ne cesse les enfants sont nés depuis plusieurs années, elle ne cesse régulièrement d'envoyer des petites menaces au père Mhm. pour dire si vous me donnez pas plus d'argent, eh Oh bien, là je là. vais réclamer mes droits. Oui. Bon, alors bon, ça c'est une escroquerie, en plus c'est une infraction pénale, c'est des choses comme ça. Mhm. Mais quand bien même elle le ferait, quand bien même, alors que les enfants ont aujourd'hui 5 et 6 ans, quand bien même elle irait saisir le juge de l'affaire familiale, qui va donc constater qu'elle est bien la mère, puisqu'en France, elle est sur l'acte de naissance, c'est bien la Oui. mère. Il va quand même constater que ça fait 7 ans que ses enfants ne connaissent pas cette femme, Mhm. d'une part, et que par ailleurs, parce qu'en plus tout ça est par écrit, la démarche de la mère n'est que dans une démarche financière. Oui. Donc ce n'est pas l'intérêt de l'enfant. Donc il est à peu près certain que dans un cas comme ça, elle n'aurait pas de droit de visite sur l'enfant. Oui. Donc c'est pas tout ou rien, vous voyez, c'est pas tout ou rien. C'est l'affiliation, elle est établie à la seule volonté du parent tant qu'il n'y a pas d'adoption. Après, elle est bloquée. Mais c'est pas parce que le géniteur va décider finalement de reconnaître l'enfant qu'il aura automatiquement des droits, pour dire les choses clairement, des droits sur l'enfant. Ça va dépendre de l'intérêt de l'enfant. D'accord. Et dans ce cas-là, enfin, est-ce que le dépôt du dossier d'adoption bloque la reconnaissance de parentalité? Alors Enfin, de non, paternité, vraiment, pardon. la reconnaissance de paternité est possible tant qu'il n'existe pas de deuxième filiation. Donc Et la tant que c'est pas filiation, prononcé. elle est créée, voilà, la filiation, elle est créée par le jugement d'adoption devenu définitif, c'est-à-dire non seulement par le jugement d'adoption, mais une fois que les voies de recours sont passées. D'accord. Les voies de recours, en général, si personne ne fait appel, c'est 15 jours pour faire appel. Mais si quelqu'un fait appel, D'accord. parce qu'il y a eu une difficulté, c'est reparti pour tout le temps de la filiation, de l'instance en appel, et donc il n'y a pas de filiation. Donc vraiment, c'est une fois que le jugement d'adoption est définitif, alors la filiation est créée, et la reconnaissance n'est plus possible. Ça créerait parce que ça arrive dans la vie que des gens veulent aller reconnaître un enfant qui Mmh. a déjà un père. Ça crée dans ce cas-là un conflit de filiation et le juge tranche entre deux. Sauf que nous, on sera une filiation établie par reconnaissance contre une filiation établie par jugement qui est déjà définitif. Donc D'accord. ce sera pas possible. D'accord. Donc c'est vrai que là, actuellement, concrètement, si, nos auditeurs, connaissent le donneur et qu'ils déposent un dossier d'adoption, ils ont plutôt intérêt à dire qu'ils ne connaissent pas le donneur, plutôt qu'à dire qu'ils le connaissent, mais que le donneur a, renoncé à ses droits. Alors non, D'accord, moi j'aurais une position tout à fait inverse. d'accord, Alors je vous explique pourquoi. dites-moi. Euh, alors ce qui est certain, c'est que tout ça reste à la volonté du donneur. Donc un juge ne peut pas dire moi, je découvre. Alors, on reprend. Vous déposez votre dossier d'adoption dans lequel vous dites voilà, l'enfant n'a pas de père. Mmh. Bon, deux stratégies possibles. Effectivement, soit on ne dit rien sur la conception, parce qu'il est clair que ce n'est pas une condition légale d'adoption du conjoint, Mmh. et que la Cour de cassation, qui s'est prononcée en matière de PM et en matière de GPA plusieurs fois, a bien dit le mode de conception de l'enfant n'est pas une condition de l'adoption. Donc, je peux très bien déposer mon dossier d'adoption en disant voilà, cet enfant n'a qu'un seul parent, la mère. La mère est mariée à son épouse, donc. Mmh. Les conditions sont remplies, l'épouse peut adopter l'enfant. Point. En réalité, on le voit là, c'est pas une question de loi, c'est la pratique. L'écrasante majorité des dossiers d'adoption sont beaucoup plus complets parce que les juges veulent entrer dans la vie des gens parce qu'ils veulent, soit par bonne conscience professionnelle, parce qu'ils veulent pouvoir statuer dans un cas concret, donc ils veulent connaître le cas concret, Mmh. soit un peu pour fouiner parfois. Toujours est-il qu'on fait des dossiers dans lesquels on va être un peu plus détaillé sur la situation. Et donc la question se pose, c'est qu'est-ce qu'on dit de la conception? Alors, est-ce en 2013, quand la loi a été votée, il y a eu un petit vent de panique sur si on va faire un enfant à l'étranger, c'est une fraude, on n'aura pas l'adoption. Oui, c'était Donc on se compliqué ça. demandait s'il fallait parler on se demandait s'il fallait parler de ça ou pas.
Bon, la Cour de cassation a tranché, elle a dit c'est pas une fraude, donc on peut en parler, pas de problème. Aujourd'hui, le seul petit aléa qui existe, c'est justement en cas de donneur connu. Bon, bah, si on parle de l'existence d'un donneur connu, certains juges peuvent se dire, et ça a été le cas, ça a été des questions qui ont été soulevées, pour autant les adoptions ont été prononcées quand même, mais des questions ont été soulevées, et qui disaient, bah, il existe donc un géniteur, dans l'entourage plus ou moins proche de l'enfant, est-ce qu'il ne serait pas l'intérêt de l'enfant de ne pas prononcer l'adoption plénière pour lui permettre de choisir plus tard d'aller ou non faire reconnaître sa filiation paternelle? Mhm. Alors évidemment, ça ne correspond pas du tout au mécanisme de la famille Pas homoparentale, du puisque tout. ce n'est pas une question de on te fait avec un père et tu auras le choix d'aller chercher ou pas. Non, on a besoin d'un géniteur, on t'explique comment tu as été fait, mais dans ce schéma familial, tu n'as pas de père, point, c'est comme ça. Et donc, en pratique, pour l'instant, à part à Versailles, pendant 2 ans, on a eu une parenthèse un petit peu compliquée, les adoptions sont bien prononcées. Bon. Mhm. Donc la question se pose de savoir, est-ce qu'il faut dire ou pas qu'on vient avec un donneur connu? Déjà, je pense que si vous ne dites rien dans la requête, eh bien, il y aura immédiatement une suspicion que vous avez bien fait une conception par insémination artisanale. Pourquoi? Bah, parce que si vous aviez fait une PMA, vous l'auriez sûrement dit, puisque la Cour de cassation a dit que ça posait pas de problème. Oui, c'est vrai. Clairement, c'est ce que je dis à mes clients. Si vous avez fait une PMA, alors que vous n'ayez pas envie d'en parler parce que ça ne regarde personne, c'est une chose, ok. Mhm. Mais si vous n'êtes pas dans cet esprit-là, autant bien dire et bien démontrer au juge que c'est bien un enfant issu d'une PMA, puisque ça, on sait que ça pose aucune difficulté. Oui. Et donc finalement, il n'y a que dans les cas où l'enfant n'est pas issu d'une PMA où il peut avoir une difficulté. Donc, si on dit l'enfant est issu d'un donneur connu, ou si on ne dit rien, eh ben, il y a quand même un doute pour les juges que l'enfant soit bien issu d'un donneur connu. Oui. Bon. Donc, à mon sens, mais ça c'est, il faut vraiment que chaque auditeur et auditrice comprenne que il faut, enfin, un conseil d'avocat, c'est un conseil dans un dossier, donc ça ne peut pas être une Ouais, règle. c'est précis Mais à à la mon situation. sens, voilà, il n'y a pas d'intérêt à ne pas dire que l'enfant est né d'un donneur connu, puisque si on ne le dit pas, de toute façon, ce sera certainement la question sera posée et ce sera ce que les juges vont s'imaginer. Alors après, c'est une fois qu'on sait qu'il y a un donneur connu, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit rien et on dit au juge, voilà, il y a un donneur connu, point, ou on fait attester la personne. L'enjeu, c'est que les juges vont se dire, d'une part, est-ce que l'enfant peut avoir envie de reconnaître son père? Donc ça, c'est à nous, dans le dossier, d'expliquer pour les juges qui ne seraient pas très au courant, et que cette question ne se pose pas. Complètement. Voilà, on ne demande pas à un enfant, quand on le fait entre un homme et une femme, est-ce que tu n'aurais pas envie d'avoir eu quelqu'un d'autre comme père? Donc finalement, c'est une des premières décisions de l'autorité parentale que de faire un enfant dans telle situation. C'est pas son choix, mais c'est quelque chose qui doit être assumé. Complètement. C'est le choix des parents de faire un enfant dans telle situation. Bon. Donc la question même de permettre à l'enfant de décider d'aller chercher son père ou pas est déjà un peu incongrue, puisqu'il n'a pas de père. Oui. Bon. Mais après, d'autres juges vont vous dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un droit du père à reconnaître l'enfant? Donc déjà, il existe ce droit, il avait qu'à le faire, donc il ne l'a pas fait. Mais est-ce qu'on est bien sûr que le père était informé? Et donc c'est sur cette question-là que pour rassurer les juges, en général, encore une fois, en général, je conseille mes clientes à mes clientes de mettre dans le dossier une attestation du géniteur, s'il veut bien d'une part, et si elles ont encore contact avec lui, parce que ça peut arriver que ce soit pas le cas, Oui, c'est vrai. une attestation du géniteur disant, voilà, que, comme je disais tout à l'heure, qu'il est informé de la naissance de l'enfant, même si il n'y a pas de photo de 3 fois par an, mais qu'il sait que l'enfant est né, et qu'il n'a pas de lien, ou qu'il sait qu'un enfant est né et qu'il le voit 2 fois par an, mais c'est très bien, mais il n'éduque pas. Bon, bref, une attestation de son témoignage, qui permet au juge de se dire, ok, on n'a pas fait de fraude derrière le dos de cette personne, et donc cette personne ne pourra pas plus tard venir s'en plaindre, et notamment faire ce qu'on appelle une tierce opposition. Puisqu'il ne pourra pas dire « Ah, je ne savais pas, on m'a volé mon enfant ». Bah non, dans le dossier, on a une preuve que vous le saviez. Alors certes, vous auriez pu quand même le reconnaître à l'époque, mais maintenant vous le saviez, il n'y a pas eu de fraude, tant pis, et le jugement est rendu. Donc, pour résumer, moi je pense que si on souhaite évoquer la conception de l'enfant, ce qui, à mon sens, est plus efficace, je ne dis pas que c'est bien, c'est peut-être contraire aux valeurs et au militantisme, et puis ça ne regarde personne, c'est vrai, mais
c'est plus efficace, puisque de toute façon la question va se poser, eh bien, il faut, dans ces cas-là, dire que l'enfant a été conçu avec un donneur connu, et si le donneur le veut bien, produire une attestation de ce donneur on va dire, facilite la compréhension par le juge du dossier. Souvent, les gens ont une inquiétude qui est: oui, mais si je donne le nom du donneur et une attestation, qu'est-ce qui me dit que les juges ne vont pas aller établir la filiation et dire: C'est ah bah vrai. tiens, vous êtes là, c'est vous le père. Mhm. Alors, ah bah ça, il faut rassurer tout le monde, ça n'est pas possible. Il n'y a que La lui qui peut reconnaissance et demander. l'établissement de la filiation ne peut pas être fait par le procureur de la République. Il n'y a que l'enfant, son représentant légal ou le parent qui peuvent établir la filiation. D'accord. Et alors, dans le cas où le donneur déciderait donc de faire reconnaître sa paternité et donc sa filiation, et donc demanderait ou obtiendrait d'office l'autorité parentale, qu'advient-il du parent social puisqu'il n'y a pas encore de reconnaissance tripartite d'autorité parentale? Qu'est-ce qui se passe pour le parent social ou le deuxième parent? Alors, la place du parent social, c'est une question majeure et qui a des réponses assez. Enfin, il y a plusieurs types de réponses, plusieurs degrés, parce qu'il y a plusieurs types de parents sociaux. Il est clair que le parent, dans un cadre d'une coparentalité, un père, une mère qui font un enfant ensemble, mais la mère est avec une compagne et ou le père est avec un compagnon, il y a bien des coparents. Néanmoins, ils sont intégrés comme étant des coparents dès le début, donc on va faire dans la charte, on va essayer de voir quel peut être leur statut. C'est pas tout à fait la même chose, notamment dans la construction du projet, que un enfant dans un couple de femmes Mhm. où il n'y a que deux mères. Mhm. Et puis c'est encore même différent d'une coparentalité vraiment voulue à quatre. Il y Oui. a des coparentalités où ce sont deux personnes avec chacun leur conjoint, et d'autres où ce sont deux couples qui veulent vraiment être à quatre parents. Bon. Alors, ces parents-là ont le même statut au point de vue de la loi, mais pourtant, c'est quand même pas exactement la même démarche. Prenons le cas donc d'un couple de femmes qui comptaient avoir un enfant ensemble et qui a eu un recours avec un donneur, et puis le donneur reconnaît l'enfant, mais c'était pas prévu. Alors, ce qui est certain, c'est que juridiquement, le père ayant reconnu l'enfant, il est père légal, on a un père, une mère, l'adoption, c'est fini. Oui. Donc, il ne peut pas y avoir de lien de filiation avec un troisième parent. Mais ça, il faut l'intégrer globalement, que le mythe d'avoir trois parents légaux, en réalité, ça n'existe pas, puisque ça ne serait possible qu'à travers l'adoption simple, Mhm. qui, effectivement, contrairement à l'adoption plénière, crée un lien de filiation sans détruire les autres, Mhm. alors que le lien de filiation plénière vient remplacer le lien biologique, sauf lorsqu'il y a un mariage, évidemment. Mais l'adoption plénière vient empêcher la filiation paternelle d'être connue, ce qui n'est pas le cas de l'adoption simple. Néanmoins, l'adoption simple a un effet, bon, c'est la loi, c'est comme ça, c'est qu'elle transfère l'autorité parentale vers l'adoptant ou vers le couple que l'adoptant forme avec un des parents. D'accord. Ça veut donc dire que de toute façon, l'autre parent va la perdre. Oui. Et bien donc, vu que c'est jamais ce qu'il veut, il va jamais consentir à l'adoption. Oui, nécessairement. Donc là, le père qui va reconnaître l'enfant, c'est parce qu'il finalement il s'était dit, alors soit c'était prévu, soit c'était pas prévu, c'est né, un sentiment qui est né à la naissance, il dit, ah mais en fait j'ai envie d'être le père, je reconnais l'enfant, il est très peu probable que 3 semaines après, il consente à l'adoption de son enfant, et donc qu'il perde ses droits. Oui, ce serait pas logique. Par ailleurs, même s'il le fait, parce que j'ai eu un dossier comme ça, où il dit, non, non, mais moi je veux reconnaître l'enfant, mais il n'y a pas de problème pour que tu l'adoptes, pour que l'épouse de la mère l'adopte après, c'est juste symbolique pour moi. Et bien le juge dit, bah non, il n'est jamais de l'intérêt de l'enfant qu'un de ses parents qui a volontairement voulu être parent se prive de ses droits. Oui. Bon. Donc, si le père, le géniteur, reconnaît l'enfant, ça c'est clair que l'un des effets essentiels et qui est souvent un drame pour le couple de mères, c'est que le deuxième mère ne peut pas être mère légale, c'est clair. Alors pour autant, et ça je veux dire, c'est pareil pour les coparents, dans le cadre d'une coparentalité, les conjoints des parents, on ne peut pas avoir de plusieurs filiations. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs petites choses à faire, mais il y en a deux principales. L'une des premières, mais qui nécessite l'accord des parents, donc de la mère biologique et légale, et également de ce géniteur qui est devenu père légal en reconnaissant l'enfant, Mhm. c'est de faire une délégation partage d'autorité parentale. Dans ces cas-là, ça ne retire strictement rien aux parents. Il y a deux parents qui ont tous les deux le lien de filiation, qui ont tous les deux l'autorité parentale, et il y a ce troisième parent qui n'a pas de lien de filiation, mais qui aura l'autorité parentale et qui l'exercera avec les autres. Et c'est pas subsidiaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux titulaires d'autorité parentale, on en a trois. Les décisions, au lieu d'être prises à deux, doivent être prises à trois. Mhm. Et si l'un des trois n'est pas d'accord, il bloque les deux autres. Il n'y a pas de principaux et accessoires.
il bloque les 2 autres et si le conflit est tel qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, eh bien, il faut saisir le juge, comme dans n'importe quel, couple parental qui va devoir trancher entre les positions des uns et des autres. D'accord. Donc ça, première chose, la délégation partage d'autorité parentale. Alors, c'est une requête qui se fait donc à la demande des parents, devant le tribunal, devant le juge d'affaires familiales, et qui nécessite la preuve de circonstances particulières. Donc c'est parfois un peu compliqué parce qu'il faut dire qu'est-ce que c'est que les circonstances particulières. Ça va être c'était le cas avant la loi de 2013, lorsque les couples de femmes se séparaient, il y avait donc nécessairement qu'une seule mère, mais pour autant elles s'entendaient bien, elles continuaient à garder les enfants en alternance, en droit de visite, et du coup la jurisprudence disait voilà, les enfants sont amenés à vivre avec leur deuxième maman qui n'est pas une mère légale, donc qui n'a pas l'autorité parentale, donc qui ne peut pas prendre les décisions, alors que de toute façon, qu'on le veuille ou non, ils vivent avec elle une partie du temps. C'est donc une circonstance particulière qui justifie la délégation d'autorité parentale. Ça, c'était des décisions qui existaient déjà avant la loi. Donc voilà, donc premièrement, la délégation d'autorité parentale. La délégation partage d'autorité parentale, pardon. C'est important de dire partage, puisque ça montre que les parents biologiques ne perdent rien, Oui. ils partagent. Et puis deuxièmement, ce qui se retrouve plutôt dans un cadre contentieux, puisque si jamais il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas vraiment de raison de le demander, mais un parent social qui serait évincé par un parent biologique, donc soit après une séparation, soit parce que le père, dans le cadre de l'exemple qu'on prend nous, s'opposerait farouchement à ce que l'enfant voit la compagne de la mère, bon, imaginons, Oui. alors ce parent social, en tant que tiers à l'enfant, peut réclamer du juge qu'il fixe les modalités de ses relations personnelles, en gros des droits de visite et d'hébergement qui peuvent prendre plein de modalités. Donc c'est une possibilité pour le parent social de conserver un lien comme des parents séparés. Oui. En revanche, ça ne crée pas l'affiliation et ça ne crée pas cette fois-ci l'autorité parentale. Mais il est clair que si on a fait la délégation de l'autorité parentale avant de se séparer, ou même après s'être séparé en s'entendant bien, et qu'on y ajoute ce droit de visite et d'hébergement à l'amiable ou devant le juge, eh bien, le parent social a quand même un statut assez protégé dans le sens où il peut prendre des décisions, il a une décision de justice qui lui permet de voir l'enfant selon un certain rythme comme des parents séparés, et dont la violation est une infraction pénale, donc le parent biologique n'est pas tout puissant. En revanche, c'est clair, il y a une différence majeure, c'est l'absence du lien de filiation. Ça, le lien de filiation, c'est l'adoption, point final. Si le père reconnaît, pas possible. Oui, donc ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a reconnaissance du donneur, la filiation... Ça bloque la voilà. filiation par le coparent. D'accord. Et alors, j'ai entendu aussi parler de... Alors, je ne sais pas hein, si c'est vrai ou pas, mais on m'a dit qu'il était possible que la famille, même si le donneur renonçait à ses droits, la famille du donneur pouvait, elle, faire valoir ses droits sur l'enfant né. Alors, s'il n'y a pas de reconnaissance, pardon, il n'y a pas de père légal. S'il n'y a pas de père légal, il n'y a pas de lien de filiation et donc il n'y a pas de lien avec les grands-parents, les oncles, les tantes, tout ça. D'accord. Donc ça, c'est un point qui est... En revanche, n'importe qui pourrait se positionner comme étant un tiers à l'enfant, puisque le texte vise les tiers, que ce soit un parent social ou un oncle, une tante ou des grands-parents. Et dire voilà, bon, ok, je ne suis pas officiellement la grand-mère légale de l'enfant, néanmoins je suis la mère de son géniteur, bon, et j'arrive à le prouver, et je souhaite faire établir des relations personnelles avec cet enfant. Donc le fondement légal, il peut exister. Oui. Maintenant, les parents d'un donneur qui on l'a trouvé sur Internet, par exemple, je pense qu'ils n'obtiendraient pas de droit de visite. Oui. Parce que c'est pas du tout l'intérêt de l'enfant. Et les juges pourraient le comprendre, que c'est pas du tout l'intérêt de l'enfant, puisque l'enfant va grandir donc avec un lien avec ces deux personnes qui se prétendent grands-parents, alors même que le père, lui, ne réclame rien du tout. C'est hyper traumatisant, quoi. Oui, c'est sûr. C'est vrai que... Donc non, s'il n'y a pas de lien de filiation, il n'y aura pas d'héritage, et en pure théorie, il existe ce droit de faire établir des relations personnelles avec un enfant, mais c'est toujours selon l'intérêt de l'enfant, et il faut quand même qu'il y ait un minimum de lien. C'est pas parce qu'on est les parents du géniteur que clac, on a le droit à un week-end, à une semaine de vacances l'été comme n'importe quel grand-parent. Oui. Donc s'il faut retenir, et c'est vrai que c'est le point principal, c'est que, et c'est rassurant d'ailleurs, c'est que les juges fonctionnent systématiquement dans l'intérêt de l'enfant. Alors, il faut effectivement le retenir, et c'est pas juste un feeling des juges, c'est tous les textes internationaux qui lient la France, la Convention internationale des droits de l'enfant, mais même les textes européens, et notre Code civil lui-même, fondent l'intégralité du droit de du droit de l'autorité parentale
sur l'intérêt de l'enfant. Donc de toute façon, l'intérêt de l'enfant est même une notion qui permet d'écarter une loi, si jamais on a besoin on considère que tel effet de la loi est contraire à l'intérêt de l'enfant. Mhm. Donc il y aura toujours en matière familiale une appréciation du juge. Oui. Alors après, on ne pourra jamais empêcher un juge de penser que le biologique, c'est plus dans l'intérêt de l'enfant que le social, que la maman, c'est plus dans l'intérêt de l'enfant que le papa, que un papa et une maman, c'est plus dans l'intérêt de l'enfant que de maman. Ça, c'est de l'appréciation souveraine, Oui, voilà. puisque l'intérêt de l'enfant est une notion de fait Mhm. que la Cour de cassation ne va pas contrôler. La Cour de cassation ne dit pas ça, c'est l'intérêt de l'enfant. La Cour de cassation ne vérifiera qu'une chose, c'est est-ce que le juge a considéré que c'était l'intérêt de l'enfant. Donc c'est très aléatoire, c'est une notion qui n'est jamais vraiment définie. En revanche, c'est une notion qui est absolument omniprésente. Oui. Après, c'est vrai qu'on peut toujours se poser la question de l'impartialité des juges, puisqu'on a tous, un juge est humain, et donc il a forcément ses opinions, ses points de vue, et forcément, ça, même si ça ne devrait pas, ça influe dans les jugements. Ah bah ça, oui, mais ça, quelle que soit la matière, la justice, effectivement, elle est humaine, donc elle est rendue par des gens qui ont des sentiments. Maintenant, les juges ont eux aussi prêté serment de rendre la justice de façon impartiale et en droit, c'est-à-dire en mettant de côté le plus possible leurs propres sentiments s'il n'est pas fondé sur l'appréciation de la loi. Donc, toute la réalité de l'impartialité, c'est en avoir conscience ou pas en avoir conscience. Un juge qui consciemment décide en fonction d'un feeling personnel, bah, il n'est peut-être pas très impartial. Oui. Un juge qui inconsciemment décide en fonction d'un film personnel, bah, c'est la vie. Oui. Maintenant, il est arrivé qu'on ait des situations, effectivement, on peut le dire très clairement, à Versailles, qui est un tribunal qui est le seul. Alors, en 2013, il y a eu 2 ou 3 tribunaux qui se sont opposés à l'adoption, mais Versailles a été le premier. Et surtout, après des années de jurisprudence tout à fait favorable, qui s'est donc alignée sur celle de la Cour de cassation, pendant 2 ans, le tribunal de grande instance de Versailles a rejeté toutes les adoptions, Oui. avec des motifs tout à fait rocambolesques, qui ne voulaient rien dire en droit, qui confondaient l'accès aux origines avec le droit de la filiation, et qui manifestaient vraiment une volonté de ne pas permettre les adoptions. Bon. Oui. Là, il y avait une difficulté claire de positionnement idéologique, on en avait un peu parlé dans la presse, et puis c'était un tel systématisme que ça ne pouvait être que ça. Bon, eh bien, ça, on ne peut qu'espérer que soit un juge soit sanctionné si les gens osent, soit que le juge s'en aille. Soit qu'on réussisse à convaincre, et comme l'adoption, c'est une matière qui relève de la compétence du tribunal et pas juste du juge d'affaires familiales, eh bien cette parenthèse, elle a été fermée parce que dans une procédure, je ne prétends pas avoir convaincu la juge qui était spécifiquement homophobe, mais la formation du tribunal, c'était 3 juges qui n'étaient peut-être pas exactement les 3 mêmes que juste avant. Il suffit qu'il y en ait un qui changeait, et puis on a gagné une voix qu'on n'avait pas avant, et du coup, ça a fait basculer la majorité. Oui. Et donc désormais, le tribunal rend à nouveau des jugements favorables, mais jusqu'à un prochain juge. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Oui. Je pense qu'on a pas mal débroussaillé le terrain sur les droits du donneur connu. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un dernier point concernant les donneurs, c'est, puisque c'est assez récent finalement, les donneurs semi-anonymes. Quels sont leurs droits? Quelles sont les possibilités aussi de l'enfant en suivant? Enfin, quelle est la spécificité du donneur semi-anonyme dans le cadre de la PMA à l'étranger? Dans le cadre du projet de loi PMA, il est envisagé que l'anonymat puisse être levé à l'initiative de l'enfant, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Il faut bien comprendre que la question de l'anonymat, c'est une question qui relève, ou du semi-anonymat, et notamment dans le cadre de dons dirigés, c'est-à-dire que telle personne qui donne pour telle personne, donc du coup, c'est plus du tout anonyme. C'est une question qui relève de l'accès aux origines, c'est-à-dire du droit d'une personne à savoir d'où elle vient. C'est une question absolument différente de l'établissement de la filiation. D'accord ? C'est-à-dire que dans tous les cas, les donneurs semi-anonymes ou même pas anonymes du tout ne peuvent pas devenir les pères. Oui, d'accord. Donc ça, c'est vraiment... j'aurais une petite nuance sur la loi néerlandaise qui a été réformée il y a quelques années et qui n'est plus si claire que ça D'accord. sur cette question-là.
mais qui ne dit pas pour autant qu'ils peuvent, mais qui n'est plus si clair que ça. Mais sinon, toutes les lois, et c'est le cas de la loi française sur la PMA actuelle, alors certes qui ne concerne que les couples hétéros, mais quand même, les donneurs n'ont absolument pas le droit, le don exclut l'établissement de la filiation. D'accord. Donc les donneurs anonymes ou semi-anonymes, en général, ils n'ont même aucun droit, c'est plutôt le droit de l'enfant d'avoir accès à telle ou telle information, soit juste un dossier, soit carrément un contact, mais pour autant, ça ne crée aucun droit du donneur de regarder l'enfant. Mais d'ailleurs, ça ne crée aucun droit non plus de l'enfant d'aller chercher son père. C'est-à-dire qu'un enfant qui est issu d'un don, dans toutes ces lois, et notamment en France, n'aurait pas le droit de dire « je fais une recherche et je découvre qui est mon père ». Alors soit je le découvre par mes propres moyens, soit la loi m'a permis d'accéder aux origines, et je décide de faire une action contre lui pour faire établir la filiation. Ça n'est pas possible, c'est-à-dire que ce serait une fin de non-recevoir. Le simple fait d'avoir été issu de tel don rend irrecevable l'action qui viserait à faire établir la filiation. D'accord. Et ça, c'est une règle assez universelle selon toutes les lois. D'accord. La distinction entre l'accès aux origines et l'établissement de la filiation. Quand je dis établissement de filiation, c'est le nom, l'héritage, l'autorité parentale, tout ça, c'est lié à la filiation, c'est du juridique. Complètement. Et ça n'est pas du tout possible dans le cadre d'un don connu. Ouais, et c'est vrai que c'est bien l'amalgame qu'on fait, c'est que l'accès à la filiation et la connaissance des origines, enfin le droit à la connaissance des origines, c'est 2 choses complètement différentes. Ah, c'est 2 choses complètement différentes. Oui. C'est vraiment il y en a un qui l'accès aux origines ressorti aux questions d'éthique et de bioéthique et de droit des enfants de savoir d'où ils viennent. Mmh. La question de la filiation, c'est vraiment du droit de la famille, c'est les liens et c'est tout à fait juridique, quoi. C'est plus du tout de l'éthique. D'accord. OK. Bon, c'est assez clair effectivement. Je pense qu'on a abordé, la plupart des points concernant, les donneurs. Je vous remercie beaucoup maître Berdo pour toutes ces précisions sur l'ensemble des cas qu'on a abordés aujourd'hui. C'est vrai que pour nous, c'est très rassurant de savoir qu'il y a des hommes de loi, on va dire, qui s'y connaissent, parce que c'est assez fréquent qu'on se retrouve, face à un notaire ou face à un avocat qui ne sait pas nous répondre. Donc, aujourd'hui, je vais clairement, inviter, nos auditeurs à vous contacter s'ils ont besoin d'aide juridique, et je vais mettre en note de cet épisode le compte, votre site internet. Ce sera même le plus simple pour qu'on puisse venir vers vous. Eh bien, avec plaisir et merci beaucoup de votre confiance aussi. Je vous en prie. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager, à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le site internet de maître Berdo ainsi que les coordonnées de son cabinet parisien. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake in
inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.